Bienvenue tout le monde sur La Science tout simplement. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des métazoaires, communément appelés le règne animal. C'est un groupe fascinant qui rassemble l'ensemble des animaux, de la plus simple des éponges au mammifère le plus complexe. Ce groupe marque une étape évolutive majeure dans l'arbre du vivant, du passage de la cellule isolée à l'organisme organisé et souvent prédateur. Pour comprendre les métazoaires ou les animaux, comme vous le souhaitez, il faut comprendre d'où ils viennent. Les premiers animaux ou métazoaires sont apparus dans l'océan primitif du Précambrien, il y a environ 800 millions d'années à 700 millions d'années. Sur une frise des temps géologiques, c'est ici. Leur diversification s'est ensuite accélérée au début du Cambrien, il y a environ 540 millions d'années à 520 millions d'années. Selon le CNRS, les premiers animaux résultent d'un assemblage de cellules. Initialement, chaque cellule est autonome, elle était capable de se nourrir et de se reproduire toute seule. L'hypothèse la plus admise dans la sphère scientifique est que ces cellules ont commencé à se regrouper non pas consciemment, mais par un concours de circonstances, par le hasard, car le regroupement permettait de mutualiser les ressources et d'économiser de l'énergie. Ces cellules, en se rassemblant, ont créé un organisme. Mais ce n'est pas tout. Ces cellules qui composent cet organisme ont progressivement commencé à se spécialiser pour remplir un rôle bien déterminé, ce qui a rendu l'organisme entier plus efficace et moins fatigué. Pour illustrer, imaginez une personne qui exercerait seule plusieurs métiers. On va l'appeler Monsieur A. Il est agriculteur, maçon et vétérinaire. Il serait donc vite épuisé et très peu productif, car il doit être bon dans tous les domaines afin de survivre. Du coup, Monsieur A va intégrer une communauté avec Madame B, Madame C et Monsieur D, par exemple, où chacun se spécialise dans un domaine bien particulier. Là, Monsieur A deviendra agriculteur, Madame B deviendra vétérinaire et le reste de la communauté se spécialisera. Grâce à ça, on permet d'être plus efficace sur une tâche donnée et donc d'avoir un rendement beaucoup plus important. Eh ben, c'est le même avantage pour notre cellule. Seule, elle va économiser beaucoup d'énergie pour rester en vie. Le fait d'être en communauté, elle va éviter d'utiliser trop d'énergie et pouvoir être plus efficace sur une tâche donnée. On va revenir aux cellules. C'est grâce à cet assemblage et à cette spécialisation que nous sommes passés d'une simple cellule à un organisme pluricellulaire qui, au fil de l'évolution, a formé des tissus, des organes et parfois des systèmes beaucoup plus complexes, comme des systèmes nerveux, des systèmes digestifs. Et donc, le premier animal était né grâce à cet assemblage. C'est donc l'une des évolutions majeures des métazoaires. Attention cependant, les animaux ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Comme exemple, on a les plantes et les champignons. Ce qui diffère, c'est qu'ils ne l'ont pas fait au même moment et pas de la même manière au cours de l'évolution. Nous avons compris que les animaux ou les métazoaires sont formés de plusieurs cellules et sont donc pluricellulaires. Mais ça ne les différencie pas des plantes ou des champignons, par exemple. Eh ben, une autre spécificité des animaux est qu'ils sont hétérotrophes. Désolé pour le nom barbare, mais ça veut dire qu'ils ont besoin de manger de la matière organique, donc majoritairement composée d'atomes de carbone, comme les plantes, les champignons ou d'autres animaux. Cela leur permet de produire de l'énergie, à la différence des plantes qui, elles, ont besoin de la photosynthèse pour créer de l'énergie. Les animaux n'en sont pas capables, enfin pas tous, mais nous y reviendrons peut-être sur d'autres, épisodes. Bon, on a compris d'où viennent les métazoaires et les animaux et qu'est-ce qui fait leurs caractéristiques. Maintenant, essayons de comprendre comment ils sont classés dans l'arbre phylogénétique et comment l'évolution a donné autant d'animaux différents. Comme vu dans ma dernière vidéo sur l'arbre du vivant, la classification phylogénétique
place les animaux dans un groupe monophylétique, ce qui signifie que tous les animaux et tous les métazoaires partagent un même ancêtre commun. Ce groupe des métazoaires se divise en plusieurs lignées suite à des modifications évolutives. Parmi les plus connus, citons les mammifères, les poissons, les insectes, mais aussi il y en a des moins connus, comme les spongiaires, comme les éponges, les cnidaires, avec les méduses et les anémones, ou les cordées, un clade qui est très souvent confondu avec les vertébrés, mais que nous détaillerons un peu plus tard. Mais si vous avez vu ma dernière vidéo, normalement, vous en savez déjà un peu plus. Cette classification repose en grande partie sur les innovations évolutives qu'une lignée a développées simultanément grâce à un ancêtre commun. C'est ce qu'on appelle une homologie, dans le sens biologique du terme, comme la colonne vertébrale pour les vertébrés. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou je vous invite aussi à revoir ma dernière vidéo pour plus d'explications sur la classification phylogénétique et son fonctionnement. Mais maintenant, comment sommes-nous passés d'un être unicellulaire aux vertébrés en passant aux insectes? Eh bien, je vais vous présenter les principales étapes de l'évolution animale. Ça, je dois insister sur un point important. Nous, comme tous les animaux, sommes pluricellulaires, c'est-à-dire composés de plusieurs cellules. C'est le groupe des spongiaires, donc des éponges, qui marque le début de cette pluricellularité, avec ces colonies de cellules semi-autonomes qui, au fil de l'évolution, vont devenir dépendantes, donc perdre cette autonomie pour devenir les cellules qui nous composent aujourd'hui. Comme nous l'avons expliqué plus tôt dans cet épisode, ces cellules vont également commencer à développer des spécifications selon leur emplacement dans l'organisme. Elles vont commencer, certaines à produire de l'énergie, d'autres vont être spécialisées dans l'absorption de nutriments et d'autres dans le rejet de déchets. C'est ce qu'on appelle la spécialisation cellulaire. C'est la première des évolutions des métazoaires. Plus tard, ce sont les cnidaires, donc la famille des méduses, qui vont aller plus loin dans l'évolution, en regroupant les cellules ayant la même fonction en tissu. C'est en Chine avec une équipe de chercheurs franco-chinoises sous la direction de Zhang Yang et Jean Vanier, donc excusez-moi pour les prononciations, ainsi que leurs équipes, ont pu identifier des fibres musculaires sur un fossile d'un lointain ancêtre commun des méduses. Cet ancêtre serait vieux de 535 millions d'années. On pourrait donc en déduire que c'est grâce à notre ancêtre commun avec les méduses que Thibaut InShape ou Jujutsu on les embrasse, ont pu développer des muscles énormes et secs. Mais l'évolution ne s'arrête pas là, et heureusement. La prochaine innovation des métazoaires est le développement d'un corps avec une symétrie droite-gauche et un axe avant-arrière. Si on prend notre corps, la partie droite de notre corps et notre partie gauche sont identiques. Si on nous coupait en 2, eh ben, on trouverait la même chose de chaque côté. C'est ce qu'on appelle une symétrie bilatérale, ce qui n'est pas le cas pour une symétrie radiale, comme peuvent l'être une méduse ou une anémone. Je ne trouverai pas de côté gauche et de côté droit, ce qui n'est pas le cas pour nous. Et ça, c'est une vraie différence. Ces animaux qui ont développé cette symétrie bilatérale sont appelés bilatériens. Bon, j'avoue, on s'est vraiment pas foulé, hein. Comme je vous l'ai expliqué, nous en faisons partie, tout comme les insectes ou les axolotes, par exemple. En clair, si on nous coupe un humain ou un papillon en deux, les deux parties sont pratiquement symétriques. Les bilatériens ont aussi développé une nouvelle innovation, celle d'un nouveau tissu, nommé le mésoderme. Il est à l'origine des organes internes que l'on trouve dans notre corps, comme le pancréas ou le foie. Avant cela, les animaux n'étaient composés que de deux tissus. Regardez une méduse, elle n'a pas d'organes à l'intérieur de son corps. On pourrait se dire, les bilatériens ont déjà deux innovations évolutives, pas besoin d'une troisième. Eh ben non, jamais deux sans trois.
C'est une innovation qui va pourtant être majeure. Elle est illustrée ici. C'est l'apparition de 2 orifices distincts. Un pour manger, donc la bouche, et un autre pour évacuer les déchets, l'anus. Cela met fin à ce qu'il y avait avant, un trou unique qui permettait de manger et d'évacuer ses déchets. Cette dernière innovation des bilatériens va permettre de séparer en 2 groupes le reste de l'évolution des animaux. Le premier groupe est les protostomiens. Il regroupe les arthropodes, insectes, araignées, crustacés, les mollusques, avec les pieuvres et les escargots par exemple, et les annélides, avec les vers. Le deuxième grand groupe, du coup, sont les deux staurostomiens, qui regroupent les échinodermes, donc les oursins et les étoiles de mer, et bien sûr les vertébrés dont nous faisons partie. Oui, je sais ce que vous allez dire. Tu nous as dit qu'il y avait 2 grands groupes, mais c'est quoi? Eh ben, cette distinction, elle se fait au stade embryonnaire, quand on n'est encore qu'un embryon. Les protostomiens, comme je vous ai dit, les insectes et les mollusques et les vers, vont développer lors de ce stade embryonnaire la bouche et ensuite l'anus. Les 2 staurostomiens, eux, vont faire l'inverse. Ils vont développer leur arrière-train et ensuite la bouche, ce qui est notre cas du coup. Quand nous sommes dans le ventre de notre mère, nous développerons toujours notre arrière-train avant de développer notre bouche. Bon, on a fait un bon tour déjà des métazoaires et des animaux du coup. Mais on va aller un peu plus précisément dans les 2 staurostomiens et plus particulièrement sur les chordés. Comme vous le voyez sur ce schéma, les cordées sont un embranchement qui regroupe 3 sous-embranchements, 3 sous-groupes si vous préférez, des cordées. Les urochordés, les céphalocordés et les vertébrés, dont nous faisons partie. Donc forcément, quand je vous ai parlé des vertébrés, vous vous dites, bah, il y a les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Bon, super connus. Mais on connaît beaucoup moins, par exemple, les urochordés ou les céphalocordés. Pourtant, ils se distinguent par plusieurs caractéristiques communes avec nous et qui sont vraiment importantes. Pour vous aider à bien représenter les principales caractéristiques des cordées, on va faire un schéma. La première innovation qui est représentée ici, c'est la notocorde ou la corde. Elle est représentée à l'état dorsal chez l'embryon humain et chez les vertébrés. Chez les vertébrés, elle se développe pour former les vertèbres. Ce sont les petits os qui composent notre colonne vertébrale et nous donnent notre souplesse dorsale. La seconde est le tube neural dorsal. Chez les mammifères, il devient le cerveau et la moelle épinière lors du développement embryonnaire. Puis sont représentées ici les fentes pharyngiennes. Elles permettent de filtrer les particules alimentaires en milieu aquatique ou de permettre les échanges gazeux, très utiles pour les urochordés. Elles deviennent plus tard les branchies chez les poissons et les amphibiens. Elles perdent leur fonction chez les organismes terrestres, comme les mammifères, où là, elles deviennent nos amygdales. La dernière caractéristique des chordés, c'est la queue postanale. Elle est très visible chez les poissons et les reptiles, ou même chez d'autres vertébrés, mais chez les hommes, c'est un peu moins simple. Mais on en trouve quand même un vestige, qui n'est autre que le coccyx. On a vu les principales caractéristiques des cordés. Pourquoi j'ai fait un focus sur les cordés? C'est que déjà nous en faisons partie. Mais la deuxième raison, c'est qu'ils constituent le deuxième embranchement le plus diversifié du règne animal, avec plus de 65 000 espèces différentes. Bon, effectivement, c'est bien moins que les arthropodes avec leurs 1,5 million d'espèces, mais cela reste très impressionnant au vu du règne animal. Comme vous vous en doutez, dans les cordées, c'est les vertébrés, le groupe le plus connu. Pourtant, les liens de parenté sont parfois trompeurs. Par exemple, les hippopotames sont plus proches des baleines que des éléphants. Et les éléphants sont plus proches des taupes dorées que des rhinocéros. Maintenant que nous avons expliqué tout cela, et si nous replacions l'éléphant d'Afrique sur l'arbre du vivant? Ça nous fera un bon exercice. Allez, je vous laisse mettre sur pause la vidéo et on se retrouve sur LifeMap. Nous voici sur LifeMap. Bon, c'est un épisode sur les métazoaires. Donc, si vous avez vu la dernière vidéo, on sait que les métazoaires font partie des eucaryotes et du règne animal. Le groupe que nous allons chercher maintenant est les bilatériens. Comme on l'a vu plus tôt,
On peut couper un éléphant en 2 et voir son côté gauche et son côté droit. Ensuite, c'est le clade des Deutérostomiens. Comme on l'a dit, bon, ça se voit beaucoup moins, mais à l'état embryonnaire, ce qui se développe en premier, ça reste l'anus et ensuite la bouche. Puis l'embranchement des cordées, car comme on l'a vu, il présente une autocorde qui se développe ensuite en vertèbre, qui constitue notre colonne vertébrale. Ensuite, c'est le sous-embranchement des craniates. Et oui, l'éléphant possède un crâne. Puis vient la classe des mammifères. Oui, l'éléphant allait de son petit, donc rien d'étonnant. Puis, nous allons aller sur l'ordre, voire même le surordre des Afrotheria. Puis vient l'ordre des Proboscidea, la famille Elephantidae. Si on descend encore sur le genre, on trouve l'Oxodonta et l'espèce Loxodonta africana. Bon, je sais pas si ça vous permettra de vous coucher moins bête ce soir, mais au moins on prouve que l'éléphant est plus proche d'une taupe, du moins la taupe dorée, que d'un rhinocéros. Bon, il est temps de conclure. La vidéo se termine malheureusement, mais pour moi, les métazoaires, ça représente bien plus qu'un simple ensemble d'êtres vivants. Ils incarnent la réussite de la multicellularité et de la complexité du vivant. Comprendre leur origine et leur classification, c'est mieux comprendre la place de l'humain dans l'histoire de la vie. Je vous remercie d'avoir regardé et d'avoir écouté cette vidéo sur la chaîne La Science tout simplement. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont aidé pour la réalisation de cette vidéo, que ça soit pour corriger ce que j'ai dit ou, aider à la vulgarisation, sans compter ma monteuse pour tout ce qui est les graphismes et les animations. Si vous voulez voir d'autres épisodes sur la chaîne, n'hésitez pas, mettez à fond les pouces bleus, partagez un maximum et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez qu'on aborde des points ou des sujets particuliers sur la science, la vie ou la nature, en général. Merci à tous et ciao.